je vais avoir toujours le temps de les regarder un peu avant. OK. Je pense que je te mets les affaires. C'est pour ça que j'ai redéplacé. Là. Donc, c'est plus tôt. Non, c'est plus tard. Ah, Je vais donner un 3-4 jours de plus. ah, ah, Même fin de semaine. génial. 5 jours. Parce Je que vais plus faire tard, des c'est affaires. correct. Tes Plus tôt, Internet, c'est ça bon. sert à ça. Oui. On fait des affaires qu'on ne peut pas faire pendant la semaine. Ah ouais. Malheureusement. Oh, Ça oui. devrait pas, mais Ah, j'ai commencé cette semaine à me dire, je vais calculer mes heures sur 3 semaines, voir combien d'heures je travaille pour je vrai. calcule pas. Ça, non, mais moi, je l'ai jamais calculé de ma vie, mais j'ai juste dit, J'aime mieux pas calculer. c'est mes enfants qui disent, tu passes du temps avec nous, mais ça saute vite. Ouais, 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 Faut ouais. pas l'utiliser, là. Puis Je là, travaille présentement. Là. Ben, j'aime ça travailler, mais ouais. disons que moi, le travail n'est pas tout à fait le vrai. Fait que là, tu logs. Mes heures. Ouais. T'es rendu à combien? Ben, j'ai juste commencé ouais, lundi. Mais lundi, c'était comme 11 heures. Puis là, après ça. Ben, hier, il fallait que j'aille à un salon funéraire. Fait que ça m'a coupé 2 heures. Fait que là, j'étais à 9 heures. Ta moyenne. Mais tu sais, aujourd'hui, moi, je commence à 6 heures dans le bus. Je suis là jusqu'à 8 heures. Fait que ça fait 14 heures. Fait que vite, tu pètes 35-40 heures semaine. Là. Très, très rapidement. En 3 jours, en fait. Je vais l'avoir fait. C'est correct, on aime ça, mais juste. De 8 heures le matin à 8h30, 9h le soir. Ouais, c'est ça. Un petit break pour dîner puis un petit break. Ouais, Pas toujours, là, mais ouais, c'est clair. C'est pour nous, le programme de stage d'été initiative à la recherche Mhm. c'est nouveau, ils ont mis ça en place. c'est en lien avec le CRSH. On nous en a parlé, mais je dois avouer que quand c'est son dossier, j'ai fait ah oui, c'est bien le fun, puis ça fait comme ça. C'est sûr que je vais déposer un dossier pour cet été. Ouais, pour les étudiants, là, comme une subvention à Ouais, études, là, je sais initiation pas. à la recherche pour Ouais. les gens en fin de bac. Ouais, ouais. C'est Moi aussi, j'aimerais ça. 5 000 Ouais, ouais. job d'été. Mais toi, il faut que tu mettes la moitié ou même pas? Le Ça pourrait être prof complètement. doit mettre Merci. 25%. Ouais. J'ai fait un deal avec le service de com. Bon, Ils vont quoi, tu dis? ben, ça va être un projet de mise en collaboration avec le service de com pour faire un infiltrage. 7 heures. Pour eux autres, c'est 1700 piastres. Ben, moi, c'est fun. 25% de Hmm. Pour vous prévenir, donc Ouais. le cadre, ça va être comme pas mal la taille de l'écran. Ouais, c'est ça. Je reste sur le Puis podium. vous pouvez quand même J'ai un peu le descendre, vertige, mais. vous pouvez quand même descendre parce que quand vous êtes Ah, jusqu'à cette ligne-là, jusqu'à la parfait. ligne, Ah, donc vous c'est bon. devez En fait, ça vous c'est. serez toujours pris, C'est Germaine. Parfait. Non, en fait, j'aime mieux être ici qu'en haut. Je suis déjà assez grand comme ça. Faut que tu sois dans le cadre, là, t'es à l'extérieur du cadre, fais attention. Là. Faut que ça commence bien. Bonjour à tous, ça fonctionne. Donc, bienvenue à cette troisième conférence des Midis numériques. On reçoit aujourd'hui M. François Claveau, qui est professeur au département de philosophie et d'éthique appliquée, et aussi titulaire, je vais l'avoir ici comme ça, de la chaire de recherche du Canada en épistémologie pratique. Voilà. Donc, veuillez noter qu'il va y avoir une période de questions à la fin de la présentation de M. Claveau. Alors, j'invite maintenant le professeur à nous parler de l'histoire numérique des sciences sociales et humaines. Ouais. Merci beaucoup. Bonne Merci présentation. beaucoup. Merci beaucoup. J'aurais peut-être dû mettre un point d'interrogation. En fait, le projet a commencé, ça me sépare un peu, mais le projet a commencé parce que je me posais la question comment cartographier la distribution de la recherche. C'est-à-dire, je suis formé tout particulièrement en philo et en histoire des sciences. Et en histoire des sciences, il y a un gros accent mis sur l'élite scientifique, hein, quelques personnes, et l'histoire des sciences serait un passage de Newton, donc on pourrait faire ça très vite, hein, de Newton à Einstein, et ainsi de suite. Donc on met l'accent sur les grands noms. Puis c'est la même chose en fait en histoire des sciences sociales et humaines. Je vais vous commencer par 2 exemples en fait. Ça c'est un exemple tiré du manuel de Paul Samuelson Economics. Donc c'est
le manuel standard là, d'économie du bac, si vous voulez, jusque dans les années 80 facilement. Ça, c'est de 1948. Donc, Paul Samuelson, en fait, c'est même sur l'endos là, du livre. Donc, pour lui, c'était très important de cartographier la distribution de la recherche en économie, dans ce cas-ci. Et il le faisait ainsi. Donc, vous voyez que, moi je ne vois pas là en tout cas, mais j'espère que vous voyez ici. Vous voyez, donc il y a des grands noms, Aristote, mais il y a la Bible aussi, bien entendu. Et tout converge vers Adam Smith. Et là, ensuite, il y a une grande division avec Malthus et Ricardo. Et là, maintenant, je vais vous montrer le bas de sa cartographie. Donc, Malthus et Ricardo viennent, donc, OK, il y a les socialistes qui divergent à jamais. Et ensuite, Malthus et Ricardo reviennent à converger sur Keynes, mais surtout sur la synthèse néoclassique. C'est quoi la synthèse néoclassique? Ben, c'est Paul Samuelson lui-même. Hein. Donc, un gros accent mis sur quelques individus et une tentative donc, de faire sens de la distribution de la recherche, l'évolution aussi de la recherche comme ça. Donc, les économistes font ça. Les sociologues le font aussi. Ça, c'est tiré d'un manuel d'introduction à la sociologie. Donc, je ne vais pas détailler tout ça, mais vous voyez, Durkheim est là, l'influence sur Talcott Parsons. Il y a Hegel qui influence Marx, qui influence l'école de Francfort. Il y a Weber aussi à droite, ainsi de suite. Un truc que je veux que vous remarquiez, c'est que là, ensuite, en bas, ben, on arrive avec plutôt des blocs. Hein, c'est moins des individus que des grandes entités, des spécialités ou des approches théoriques, fonctionnalisme, néo-fonctionnalisme, ainsi de suite. Donc, on commence à dépasser juste nommer quelques individus qui seraient comme une espèce de résumé de l'entièreté des sciences sociales et humaines d'une époque. Et je vivais ça, moi, quand j'étudiais l'histoire des sciences sociales et humaines, que rendu autour de 1950-60, parler de les 4 grandes figures, ça ne fait plus vraiment sens parce qu'on est rendu avec un phénomène de masse. Hein, les sciences sociales humaines, c'est comme le reste des sciences, ça se massifie, ça devient énorme. Donc, comment cartographier si ce n'est plus comme ça en mettant 3-4 visages par décennie et en évoluant comme ça? Donc, c'est ça la problématique de base. Donc, c'est qu'est-ce qu'on fait avec l'histoire plus récente, tout particulièrement parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, là, des lieux communs, là, c'est de dire, ben, les sciences, c'est énorme, c'est spécialisé, donc il y a une structure, mais cette structure-là est en évolution, mais aussi il y a des spécialités, mais en fait, il y a des connexions aussi, quoi. Donc, ce n'est pas juste des grands silos qui se développent séparément. Donc, ces caractéristiques-là posent des défis pour l'histoire des sciences. Premièrement, c'est au niveau de la méthode, il faut dépasser les biographies des grands scientifiques parce qu'on ne réussit pas à capter la structure du champ scientifique juste en parlant de quelques personnes. Il faut aussi donc pas juste parler de quelques silos, il faut prendre en compte les degrés de connectivité variés et aussi changeants. Et il faut extraire donc d'un phénomène de masse quelque chose d'intelligible, hein, quelque chose qu'à la fin on veut raconter une histoire, quoi. Et là, la réponse que je présente ici, donc c'est les midis numériques, donc je vous présente une réponse numérique à ces défis. Et là, je vous mets ça comme ça peut être cryptique pour beaucoup de personnes. Mon défi pour moi, mon défi là, c'est qu'à la fin de la présentation, vous lisez ça, puis vous dites, ben oui, bien sûr, je comprends tous les termes. Donc, ce qu'on a fait dans le projet, puis ce qu'on fait encore maintenant, vous allez voir, c'est un projet en cours, c'est une détection algorithmique de communautés dynamiques à partir, quel type de données? Des données bibliométriques. Et ensuite, on produit une visualisation web qui est interactive. On parle de ça aujourd'hui. Les phases du projet, donc une phase qui est complétée, c'est celle sur l'économie. Donc, ça fait depuis 2016 que cette phase est complétée. Là, maintenant, on a une subvention de recherche pour faire l'entièreté des sciences sociales et humaines. Et bien entendu, on a des ambitions de grandeur. On veut faire toutes les sciences. Donc là, on est rendu à faire les sciences sociales et humaines. Juste pour vous montrer un peu les échelles de grandeur. Donc, le corpus en économie, donc c'était 400 000 documents. Là, on a comme un bond c'est comme un x13. Les sciences humaines et sociales, c'est un 5 millions de documents, donc 135 millions de références, puis c'est un autre x10 au moins pour l'entièreté des sciences. Donc, on n'est pas dans le domaine des big data au sens de la vitesse, mais on s'en va vers ça au sens du volume. Qu'est-ce que ça peut donner? Donc là, je vais être aguicheur, donc je vous montre le résultat final. Peut-être que vous n'allez pas trop comprendre comment ça marche, puis après, on reviendra pour que je vous explique le projet de recherche en tant que tel et comment on vient à représenter. Donc, vous avez vu déjà 2 cartes, hein, une carte de la science économique avec Samuelson. Vous avez vu une carte de la sociologie avec une introduction à la sociologie.
Et là, si je réussis à... Vous voyez notre carte, ici c'est la science économique. Donc c'est une carte dynamique, interactive, au sens où, ici, donc sur le panneau de gauche, vous voyez, hein, c'est l'axe du temps. Et vous pouvez, donc l'idée ici, c'est des spécialités qui se déploient dans le temps puis qui, des fois, disparaissent, grossissent. Hein. La hauteur, c'est l'importance pour le champ à un certain moment. Et vous avez des informations donc, sur la spécialité, donc les mots-clés qui la caractérisent, quand est-ce qu'elle naît, quand est-ce qu'elle meurt, et tout particulièrement les références qui la caractérisent. Qu'est-ce qui est le plus cité par cette spécialité-là? Donc ça, c'est le panneau de gauche. Et ensuite, vous avez le panneau de droite qui est connecté par cette barre-ci, qui permet donc de se déplacer dans le temps et donc de prendre une tranche temporelle et de regarder à un moment précis quel était l'état de la science économique. Ce qui nous manque finalement de ce côté-ci, c'est qu'on ne voit pas la force des liens, hein, le degré de connectivité entre les spécialités. Et ça, on le voit dans le panneau de droite. Donc, par exemple, ici, on voit que cette communauté-là, qui est disons, l'économétrie, on pourrait la nommer ainsi, est très fortement connectée avec cette communauté-là qui est la macroéconomie, en fait, là, des séries temporelles. Mais vous voyez que, par exemple, c'est beaucoup moins connecté avec cette communauté-là, que j'aime beaucoup, parce que c'est la communauté plus orientée histoire, où on a Marx, en fait, qui joue un rôle prépondérant. Je ne sais pas s'il est encore là dans les références à ce moment-là, mais plutôt on a Marx, si on revient un peu dans le temps, puis on prend la même communauté. On a notre ami Marx qui est même là, hein, qui est même dans les mots-clés, tellement il est important. Ah, il n'est même pas là ici. Mais vous voyez, en fait, c'est donc une communauté beaucoup plus, donc des manuels qui datent des années 20, et ainsi de suite. Où est Marx? Donc, ensuite, on peut chercher aussi dans la plateforme. Par exemple, on cherche les références à Marx. Et là, on voit que Marx est seulement dans cette communauté-là. Il est nulle part ailleurs. Et on peut aller à un moment où il est cité, comme ici, par exemple. Et là, je devrais avoir Marx ici, vous voyez. Ainsi de suite. Donc, on peut chercher à l'intérieur de cette structure. Donc, on a une représentation de haut niveau, puis on peut chercher des informations sur différentes communautés. Donc, on découvre, par exemple, qu'est-ce que je voulais vous faire découvrir aujourd'hui? Par exemple, théorie des jeux. Hein, tout le monde connaît la théorie des jeux. Les économistes se revendiquent comme étant des grands théoriciens des jeux. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y avait effectivement, au tout début de la période, la théorie des jeux en économie. Mais il y a une longue éclipse, là, vous voyez ici, de 62 à 80, il y a une longue éclipse. Et en fait, la théorie des jeux revient seulement à la fin des années 80 de façon forte en économie. Et elle revient ici, qui est là, donc vous voyez ici Games qui est là, qui est en fait les relations industrielles, donc l'économie industrielle. C'est là que ça revient. Donc la théorie des jeux, en fait, quitte l'économie, s'en va en maths, est développé en mathématiques et après ça est réimporté quand on sent que les résultats peuvent faire du travail pour nous. En tout cas, donc il y a tout plein de choses qu'on peut découvrir comme ça en jouant avec le bidule. Et en fait, la grande question à la fin, c'est est-ce que c'est juste un bidule? OK, donc ça c'est le petit amuse-gueule. Maintenant, je vous explique comment ça marche, comment on vient à ça. Donc, un des objectifs des Midi numériques, c'est d'ouvrir le capot, un peu du moins, peut-être pas aller dans les profondeurs du code, mais d'aller à un certain niveau de profondeur pour comprendre c'est quoi ces résultats de recherche. Donc, ce que je vous propose, donc je viens de faire l'introduction. Ce que je vous propose, c'est en fait de parler du cadre conceptuel. Il y a un enjeu en fait avec les humanités numériques en général, mais en fait les méthodes quantitatives. Donc trendy, si je peux dire, tendance, c'est que souvent les gens ont l'impression, ou peut-être des fois ils pensent eux-mêmes s'ils le font, qu'il n'y a pas de cadre conceptuel, quoi, que la machine génère les résultats. Je suis vraiment contre cette idée-là. En fait, il y a un cadre conceptuel, sinon ce n'est pas une recherche sérieuse. Et je vais vous présenter un cadre conceptuel qui, heureusement dans ce cas-ci, devrait faire assez consensus. Donc, à propos de la structuration de la science, ainsi de suite. Je vous parle ensuite des données et des méthodes. Je vous montre un peu des résultats. Et là, mon équipe a travaillé super fort pour vous donner des premiers résultats sur les sciences sociales et humaines. Donc, l'apogée, le moment, l'apothéose, c'est au moment et pour les sciences sociales et humaines, qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais vous montrer les premiers résultats qui sont extrêmement préliminaires, mais je suis quand même vraiment content qu'on a réussi à se rendre jusque-là. Espérons qu'on se rende jusqu'au bout. D'accord? C'est parti. Cadre conceptuel. Donc, en fait, on peut penser, là, je n'ai pas mis Bourdieu ici, mais il y a un côté très bourdieusien ici. Donc, la science, c'est un champ. C'est un champ qui est structuré à de multiples niveaux. Donc, quand on connaît
déjà les disciplines, on connaît les spécialités, mais ça peut aller à un niveau très fin aussi de structuration. Et la structure est en fait multidimensionnelle. On pourrait diviser la science en unités organisationnelles, par exemple les départements, les facultés, en sociétés savantes, ainsi de suite. On peut la diviser plutôt en unités qu'on pourrait dire cognitives, comme par exemple les objets d'étude. Quels sont les différents objets d'étude des sciences humaines? Quelles sont les différentes méthodes? Hein? Donc ici, par exemple, on met l'accent sur les méthodes numériques en sciences humaines. Il y a bien entendu d'autres méthodes tout à fait justifiées, louables, qui existent. On peut aussi mettre l'accent sur la théorie. Donc, disons, si je prends l'économie, hein, donc la théorie marxienne versus la théorie néoclassique. Donc, il y a une multidimensionnalité de cette structuration-là du champ. Et il y a aussi une multiple entité. On pourrait dire que les éléments qui sont dans cette structure-là, c'est les chercheurs eux-mêmes, ou les documents, hein, parce que le document nous dépasse un peu. Hein, l'auteur meurt en publiant son article d'une certaine façon, et l'article, lui, ou le livre, a une vie en soi, et on pourrait regarder la structure des différents articles et documents. Donc ça, c'est le premier élément du cadre. Le deuxième, c'est au niveau de la citation, donc le rôle de la citation en science. La citation comme positionnant l'article ou le chercheur, tout dépendant de l'entité qu'on choisit, dans ce champ, donc montrant où il est positionné dans la structure. Donc là, je savais que j'allais avoir des étudiants de mon cours de philo-analytique ici, donc je n'ai pas pu m'empêcher de mettre Wittgenstein, qui lui est le contre-exemple. Hein. Wittgenstein nous dit dans son Tractatus, avant-propos, « En vérité, ce que j'ai ici écrit n'élève dans son détail absolument aucune prétention à la nouveauté. » Donc moi, j'aimerais ça écrire rien de nouveau puis être autant discuté que Wittgenstein. Et c'est pourquoi je ne donne pas non plus de source. Pas exactement vrai, en fait, hein, quand on regarde bien le Tractatus, mais car il m'est indifférent que ce que j'ai pensé, un autre l'a déjà pensé avant moi. En fait, le fait que Wittgenstein le dit montre qu'il se rend compte de la norme académique qui est de dire où on est dans le champ. Et il dit, ben moi, je fais déjà bien les choses différemment. Ici aussi, je vais être différent. Mais en général, de façon quasi nécessaire aujourd'hui, le chercheur, la chercheure se positionne dans le champ à travers la citation. C'est important pour nous parce qu'on utilise justement la citation. Donc, cadre conceptuel au niveau peut-être plus philosophique, si vous voulez, je me positionne dans une approche qu'on pourrait dire réaliste perspectiviste qui date en fait, vous pouvez remonter à des sagesses hindoues ou indiennes là-dessus. Hein, l'idée toute simple, mais aussi à la philosophie des sciences plus contemporaines, par exemple défendue par Ronald Geer, un livre de 2006 ici, qui dit donc qu'une approche, donc une stratégie de recherche, n'éclaire que d'une perspective un objet complexe. Ah, ici, en fait, c'est le fameux dessin de l'éléphant. Hein, non, c'est une parabole indienne. L'éléphant qu'on touche, hein, les aveugles touchent à différents endroits, donc ils arrivent avec une description différente de l'éléphant parce qu'ils l'approchent de différents angles. Donc ça, c'est le premier point général sur un réaliste perspectiviste. Donc on touche quand même à la réalité, ici, l'éléphant, mais d'un certain point de vue. Et un point qui est important pour moi, c'est que on peut prendre conscience seulement partiellement. Donc, on peut prendre conscience d'une partie de sa perspective, mais seulement partiellement parce qu'il n'y a pas de point de vue de nulle part. Hein, donc, on ne peut pas s'extraire et dire voici l'entièreté de ma perspective, parce que la seule façon de voir sa perspective, c'est de regarder d'une autre perspective. Okay? Je vous donne juste quelques éléments de la perspective déployée dans ce projet de recherche-là. Le premier, c'est que les entités, on ne regarde pas les individus de façon prioritaire, on regarde les articles, en fait. Et juste les articles parmi tous les documents. Donc, c'est-à-dire qu'on ne prend pas les livres. Ce qui a un impact, bien entendu, en sciences sociales et humaines, parce qu'il y a certaines disciplines, spécialités, qui sont plus axées sur les livres. En plus, on prend une base de données qui est plutôt biaisée vers la littérature anglo-saxonne ou les publications en anglais. Donc, ce n'est pas seulement des publications en anglais. Là, on prend Web of Science, mais surtout. Deuxièmement, la dimension structurelle qu'on regarde, c'est ce qu'on appelle une proximité cognitive, mais on ne focalise pas soit sur la théorie, soit sur la méthode, soit sur l'objet, mais on se dit que la proximité cognitive est indiquée par à quel point les références ou la liste de bibliographie de deux documents c'est quoi le terme que j'ai utilisé ici? Se recoupent. Donc, si Jean-Hermann et moi, on écrit deux papiers avec exactement les mêmes références, bien, dans le champ scientifique au niveau cognitif, même si on n'est pas dans le même département, on est très près. Tandis que
Hein? Si Sylvain écrit un article avec aucune référence avec moi, ben, ça montre qu'on a une distance dans notre propos, la contribution à la connaissance qu'on veut faire. Et donc, on utilise le recoupement des bibliographies comme proxy, comme indicateur pour la proximité cognitive. Et finalement, au niveau du niveau d'agrégation, mais c'est assez élevé ce qu'on fait. Vous avez vu, l'économie se divise finalement en 10 spécialités. Bien entendu, quelqu'un qui travaille dans une de ces spécialités-là dit « Ah ouais, mais il y a plein d'autres distinctions à faire. » Mais on ne va pas là. OK, donc ça, c'était cas conceptuel. Je vous parle des données. Donc, comme je l'ai déjà dit, en fait, c'est des données qui nous viennent du Web of Science. On restreint donc aux revues des sciences sociales et humaines. On a la chance, en fait, d'être en lien avec l'Observatoire des sciences et des technologies qui travaille sur ces données-là. Donc, il y a accès, en fait, dans une base de données SQL aux données. Donc, c'est au lieu de passer par l'interface web qui est très limitée, en fait. On a accès aux données et ils font en plus un pré-traitement. Donc, ils nettoient le machin pour que ça soit plus digeste pour nous. Là, nous aussi, on a un travail de nettoyage à faire, mais déjà, une partie est faite là. C'est des données qui partent de 1900 jusqu'à aujourd'hui, mais en fait, de 1900 jusqu'à 1950, la qualité est très basse, les références sont très, très mal identifiables. Et juste une propriété de ces données-là, c'est une propriété de la science en général. Ici, c'est les données pour l'économie, mais j'aurais pu prendre n'importe quelle discipline, ça aurait donné la même chose. Donc, le nombre de revues croît, le nombre d'articles croît aussi de façon très rapide, mais aussi, dans chaque article, le nombre de références moyennes croît, augmente avec le temps. Et ça, donc, vous allez voir, on utilise des références pour identifier les spécialités. Donc, au début de notre période, quand il y a juste en moyenne 10 références par document, c'est beaucoup plus difficile de voir des patterns que plus tard. Voilà pour les données. Ah, la méthode. Alors, je vais faire ça par étapes. OK? Donc, il y a certains moments où je vais bouger mes mains comme ça en disant l'algorithme. Il y a un algorithme qui fait son travail. Puis, si vous voulez qu'on en parle plus longuement, on pourra le faire pendant la période des questions. Donc, c'est une méthode d'analyse de réseau. Un réseau, c'est quoi? C'est des nœuds avec des liens. Pas plus compliqué. Okay? C'est des nœuds avec des liens. Donc, ici, les nœuds, c'est quoi? Premièrement, c'est écrit ici. Donc, les nœuds, c'est des articles, c'est des documents publiés. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend des fenêtres temporelles, qu'on appelle, de 5 ans. Donc, il y a plusieurs réseaux qui sont utilisés pour faire notre représentation. Et à chaque, disons, de 1950 à 54, quels articles ont été publiés dans cette période-là. Et ça fait notre réseau. Bien entendu, ici, je vous fais une représentation avec 9 nœuds. Nous autres, on parle de 10 000, 100 000, voire 1 million de nœuds par fenêtre. Hein. Plus récemment, en sciences sociales et humaines, quand on prend tout, là, les 5 dernières années, c'est proche du million sur 5 ans. Okay, ça, c'est les nœuds. Comment ça fonctionne, les liens? Donc, imaginez-vous que je zoome sur B et C, ici, sur les nœuds B et C, et je regarde les documents. Donc, il y a le document B, il y a le document C. Ils ont une bibliographie. Et ce que je fais, c'est ce qui s'appelle du couplage bibliographique. Donc, on regarde les références qui sont communes à chacun des documents. Donc, ici, Anton 2002, le fameux papier d'Anton, il est publié et il est cité par B et C. Donc, il y a 4 références communes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on dit donc que le lien est égal à 4 divisé par racine carrée du produit des deux, du nombre de références par bibliographie. Et dans ce cas-ci, c'est 7 fois 7, racine carrée de 7. Donc 7. Donc le poids est de 4 septièmes. Si les références étaient identiques, on aurait un poids de 1. S'il n'y avait rien en commun, on aurait 0. Donc ça nous donne des liens avec un poids. Donc par exemple, si je fais le même travail mais sur chacun des nœuds, bien entendu, je ne le fais pas à la main, ce serait horrible. Ça pourrait me donner quelque chose comme ça. Donc ici, on voit qu'effectivement, B et C sont connectés de façon assez forte par un lien avec un poids de 4,7, mais A et B n'ont rien en commun. Et on aurait donc que le document H est connecté de façon faible avec I et avec C. Okay? Donc on a un réseau, donc là, il y a juste 9 nœuds. Là, on a un réseau de beaucoup, beaucoup de nœuds. Et ce qu'on fait, et là, c'est là que la magie opère, donc, on fait une détection algorithmique de communauté là-dessus. Donc, l'idée est toute simple, c'est de dire, mettons ensemble les nœuds qui sont fortement liés, hein, et ne mettons pas ensemble des nœuds
qui sont faiblement liés. OK? Donc, ce qu'on fait, en fait, un peu plus techniquement, c'est qu'il y a une mesure de modularité qui a été proposée dans la littérature. On tente de maximiser la valeur de cette mesure-là. Et là, bon, ça se fait pas, on ne peut pas le faire de façon analytique. Donc, c'est un algorithme qui teste différentes possibilités et qui converge sur une réponse. Donc, dans ce cas-ci, c'était assez évident avec 9 nœuds. Peut-être que ce n'est pas évident à cause du placement des nœuds. Donc, je vous replace ça juste d'une forme différente. Et là, on voit clairement que les deux communautés sont liées, mais de façon très faible. Donc, l'algorithme les a détectées comme deux communautés et pas une et pas 8. OK? Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de représenter ça à ce niveau-là, que si les représentations en forme de boule de cheveux que j'appelle, donc on ne comprend rien, là, il y a juste comme 10 millions de nœuds avec plein de liens. Donc on va faire une représentation au niveau des communautés, donc on agrège puis on met juste deux boules, qui sont les communautés. Et ensuite, donc là, jusqu'à ce moment-là, on n'a aucune idée de ce qui se passe dans ces communautés-là, parce que tout s'est fait de façon automatique, et là, on veut les nommer. Comment on fait? On ne regarde pas de façon manuelle. Ce qu'on fait, c'est qu'on cherche dans les titres qu'est-ce qui est significatif, les mots-clés qui ressortent dans une communauté comparativement aux autres. Donc, par exemple, ici, si j'avais fait le travail ici, je me retrouve avec une communauté qui parle de bacon, de pain, de laitue et de tomates, et une autre qui parle de sport. Donc, là, après, quand je regarde ça, et maintenant que j'interprète, je dis, c'est une bande de personnes qui parlent de nourriture, le monde culinaire et le monde du sport. Okay, c'est seulement à ce moment-là, finalement, que le vrai travail d'interprétation arrive, une fois qu'on a nommé les communautés. Donc ça, c'était juste pour les fenêtres. Mais là, on a plein de fenêtres, donc de 1950 à 2014. Ça fait plus d'une soixantaine de fenêtres. Comment on fait? Donc, une représentation pour l'économie, ça donne plutôt quelque chose de semblable, avec les mots-clés, comme vous voyez. Et là, maintenant, on veut lier ensemble les différentes fenêtres temporelles. On veut avoir la dynamique de la structure. Et comment on fait? C'est qu'on regarde finalement les documents dans une première fenêtre, donc disons de 1956 à 60. Et là, on regarde juste une fenêtre décalée plus loin, 57 à 61. Entre 56 et 60 et 57 à 61, il y a beaucoup d'articles en fait, qui sont partagés. Tous les articles de 57 à 60. Et on regarde à quel point les communautés se chevauchent. Okay? Donc, à quel point les documents qui sont dans une communauté dans la première fenêtre sont aussi dans une communauté à la fenêtre suivante. Donc, de façon imagée, on pourrait dire qu'une spécialité survit d'une fenêtre à l'autre si, en rouge, c'est l'ensemble des documents de la première fenêtre, si cet ensemble-là est très, très proche de l'ensemble de la fenêtre suivante. Ensuite, on a des communautés qui fusionnent. C'est deux communautés, donc deux cercles rouges. Et quand on regarde une fenêtre plus tard, les articles de ces deux communautés-là se retrouvent en grande majorité dans la même communauté. Et finalement, pas finalement, mais en tout cas pour mes petites images du moins, on a une division. Là, c'est le rouge est plus gros. Et on se retrouve dans le futur avec deux communautés qui se séparent les articles de la communauté qui était là une fenêtre plus tôt. Mais on a aussi des naissances spontanées, donc on peut mettre plein de termes imagés, c'est-à-dire on ne voit pas d'où que ça vient, quoi. C'était éparpillé partout dans la fenêtre d'avant, et on a aussi des morts sans descendance, le truc le plus triste qui peut arriver à une spécialité. Donc en gros, c'est que les articles se dispersent dans les autres spécialités ensuite. Okay, vous voyez? Donc ça nous donne au final, cette visualisation-là. Donc, vous voyez, c'est pas exactement propre, je trouve, mais vous voyez, par exemple, ici, il y a deux communautés qui se fusionnent. Et, disons ici, par exemple, c'est la communauté de l'économétrie qui, de façon intéressante, au début des années 90, se sépare, explose, en fait. Un des résultats principaux, en fait, de l'économie, c'est que ça devient de plus en plus défini par les méthodes. Donc, ici, c'est finalement quel type d'économétrie vous faites, définit en gros votre spécialité. Tandis qu'ici, c'était plutôt l'objet, c'était plutôt la théorie qui définissait la spécialité. Donc, vous voyez, donc, il y a des spécialités qui survivent très longtemps, il y en a d'autres qui fusionnent, il y en a d'autres qui apparaissent à un certain moment. Un cas intéressant et récent, c'est économie des changements climatiques. Donc, au début du nouveau millénaire, il y a une demande pour ça, et ça se crée, ça survit jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, c'est la représentation sur ligne du temps.
Et après ça, comme je vous ai montré tantôt, il y a des instantanés qui sont finalement des coupes temporelles. Donc, ce qu'on utilise pour ça, donc c'est du JavaScript en gros, c'est la bibliothèque D3 qui est utilisée pour faire ça. Donc, ça, c'est rendu à la visualisation. Donc, les résultats, c'est quoi la sélection? Bon, ben, je vous ai déjà montré en fait la plateforme. Je peux peut-être vous la remontrer encore un petit peu, juste pour que maintenant que vous comprenez comment ça, finalement, tout le travail derrière, si vous voulez, et l'interprétation à avoir. Ah, un truc que je peux vous montrer, c'est la théorie de la croissance. Donc, la théorie de la croissance. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que c'est un domaine qui s'essouffle. Ah, ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est assez gros, mais de 75 à 88, il n'y a plus de théorie de la croissance, ou presque plus en économie, donc ça disparaît. Donc, au départ, la théorie de la croissance est ici. Il faut vous enlever ça. Oups. Est ici, hein, donc c'est un champ à part, théorie de la croissance, donc il fait un papier de Arrow là-dessus, et de Solow en particulier. Et après, ça s'essouffle, et ça revient où? Mais ça revient en économie du développement, en fait. Ici. Donc, ça revient ici, qui est le développement, la croissance, donc comme un champ unifié, plus dans les années 90, où on parle de nouvelles théories de la croissance, parce qu'on a trouvé une nouvelle façon de faire la théorie à partir d'un champ qui s'essoufflait. Donc, plein de résultats. Donc, je peux vous montrer justement, en fait, ici, la théorie, l'économie du climat ou l'économie de l'énergie, avec, en fait, ce qui est intéressant, en fait, vous voyez, ça, c'est vraiment les méthodes qui distinguent. Donc, ils utilisent des méthodes économétriques particulières. Donc, ce n'est pas tant qu'ils réfèrent à une théorie sur le climat, mais qu'aux méthodes. Mais ils réfèrent aux méthodes, c'est ça qui les distingue des autres. Et si je prends comme contraste, par exemple, ici, où en fait, on réfère directement à un manuel d'économétrie. C'est ça qui est le plus distinctif. Et là, c'est un manuel pas de série temporelle, en fait, mais de cross-section and panel data. Monsieur, comment on traduit? Que de données donc, c'est pas à travers le temps, mais une coupe transversale. Donc, c'est le type d'économétrie. Et encore, si on regarde ici, par exemple, en fait, ça, c'est vraiment intéressant parce que je ne la connaissais pas, cette communauté-là. Donc, ici, hein, c'est des trucs sur l'efficience et ainsi de suite. Puis c'est aussi des méthodes économétriques qui sont développées là. Okay? Donc, il y a plein de choses. Donc, si vous ne connaissez rien à l'économie, ça ne vous intéresse pas, bien entendu, ça ne devrait pas vous intéresser grandement. L'idée, c'est de venir finalement représenter vos différentes disciplines pour que ce soit intéressant pour vous aussi. Donc ça, c'est un résultat. Le résultat, en fait, si on regarde là, en gros, qu'est-ce que ça donne? C'est qu'il y a 10 grandes familles de spécialités en économie depuis les années 50. Donc, je n'énumère pas, je peux l'énumérer, en fait, c'est tout simple. La première, c'est l'économétrie. La deuxième, c'est plutôt la finance. La troisième, c'est l'économie du développement qui devient l'économie de la croissance. La troisième, c'est économie industrielle. Excusez-moi, pas la troisième, mais la quatrième. Ensuite, c'est finances publiques. Ensuite, c'est macroéconomie, économie monétaire. Ensuite, c'est la microéconométrie ou les microéconomies empiriques. Le huitième, c'est... ça, c'est vraiment intéressant. En fait, ça, c'est la spécialité théorique qui est disparue. Donc, où le monde faisait la high theory, là, donc l'équilibre général, ainsi de suite, elle n'est plus. Okay? Le dernier, donc, c'est la vieille économie de la croissance qui finit en 70. Et la dernière, c'est le changement climatique, plus récemment. Okay? Donc, ça nous donne une vision de trouver des patterns là, dans un océan de données. Là, on a 10 grandes spécialités qui font une espèce de résumé, si vous voulez, de l'économie depuis les années 50. Et comme je l'ai dit, en fait, un résultat important, c'est que les spécialités se définissent de plus en plus par leur méthode économétrique. On peut faire beaucoup de choses, en fait, avec ces données-là. Là, je vous ai dit, je focalise sur les articles comme entité, mais après ça, on peut faire la correspondance sur les individus. Hein, il y a des économistes quand même derrière les articles. Donc, on peut regarder à quel point les économistes tendent à publier seulement dans une spécialité. Bien là, c'est bien beau de sortir un nombre, mais on voudrait avoir un comparable. Donc, le comparable qu'on a pris, c'est la physique des années 60. Okay, la physique des années 60, c'est aussi gros que l'économie aujourd'hui, la science économique. Donc, il y a un comparable. Et ce qu'on voit, en fait, donc le plus c'est haut, plus ça veut dire que si vous voulez, le scientifique est spécialisé. Il ne publie que dans une spécialité de la discipline. Et ce qu'on voit, c'est que les économistes
vraiment en deçà du degré de spécialisation des physiciens, même dans les années 60, encore aujourd'hui. Donc là, notre espoir, c'est de pouvoir faire des choses semblables pour l'ensemble des domaines, des disciplines en sciences sociales et humaines. Ouais! Donc ça, c'est notre premier résultat pour les sciences sociales et humaines. Donc, je vous amène. Donc, on a même une. Donc, je ne vous ai pas donné l'adresse, en fait, hein, mais donc, oups, qu'est-ce que je viens de faire? Erreur. Donc, c'est digitalhistoryofscience.org. Donc, c'est accessible avec Economics. Et là, pour seulement les gens qui sont ici, vous pouvez accéder à notre première représentation pour les sciences sociales et humaines. Donc, la même adresse, mais /SSH pour sciences sociales et humaines. Et donc, on n'a pas de visualisation avec le réseau à un certain moment, et on n'a pas les données jusqu'à aujourd'hui. On s'arrête, en fait, le SAD qui travaille avec moi sur la visualisation, il n'a pas compris, là, en fait, là, ça arrête en 83, 87, là, mais en tout cas, aujourd'hui, je lui ai envoyé des courriels pour lui dire d'arranger l'axe, puis il a dit c'est fait, mais finalement, ce n'est pas le bon axe, mais en tout cas, ici, c'est 83, 87, c'est un détail, mais merci Saad quand même de faire du très bon travail. Oui, donc ça, c'est la représentation. Donc, ça ne va pas jusqu'à aujourd'hui parce qu'en fait, là, on a juste des problèmes de taille de données. Là, on est rendu sur le calculateur Graham en Ontario. Ça va rouler pendant je ne sais pas combien de temps pour sortir le résultat. Donc, c'est juste qu'on attend finalement pour les résultats. Peut-être qu'il va falloir optimiser notre code. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a en fait le droit qui est stable et ça ne bouge pas. Il cite des textes de loi, des jugements, donc ça ne bouge pas. Ensuite, on a un ensemble, moi je connais peu à la psychologie, mais on a un ensemble de choses liées à la psychologie. Psychologie du rat, souris et mâle et comportement. Okay, donc et là, on en a plusieurs comme ça, mais on a des choses qui sont beaucoup plus proches. Vous voyez ici, c'est beaucoup plus proche de des sciences de l'éducation, reading, language, donc lecture, langage, créativité, children. Et vous voyez que ça change, donc il y a une évolution des mots-clés. Donc encore, c'est peut-être pas du tout interprété, là. Je l'ai eu ce matin, cette visualisation-là, mais je l'interprète avec vous. Ce qui est intéressant, ce qui me semble intéressant, c'est qu'on voit ici des gros, donc l'épaisseur, c'est la taille dans l'ensemble des sciences sociales et humaines, donc ça montre la cohérence de certaines disciplines. Donc ici, on a ici et ici, dans les années 50 et 60, on a la sociologie. Intéressant parce que Negro, donc la question de la ségrégation et ainsi de suite, ressort comme mot-clé. Mais on voit que c'est un champ donc, qui doit avoir une structure beaucoup plus serrée pour qu'elle ressorte, pas comme la psychologie un peu partout, mais comme champ unifié ici. Et ici, on a l'économie. Donc, bien sûr, ma préférée, c'est celle-ci, la philo, qui vient ici aussi. Hein? Oh, ça, c'est la philo des sciences pures. Hein? Theory, scientifique, science et logique. Wow, quel champ! Mais il y a des trucs bizarres. Donc, ce matin, j'ai vu qu'il y avait quelque chose comme un mélange de poésie effet de et comportement. Donc là, à savoir ce qui se passe avec l'algorithme, il va falloir fouiller un peu plus. Mais ça se peut que ça fasse sens, en fait, hein, parce que des fois, à la base, comme la communauté du bas que je vous ai montré en économie, au début, je dis, mais ceci n'existe pas, jusqu'à temps que je me rende compte que je connaissais des gens qui travaillaient exactement dans ce champ-là. Donc, peut-être qu'il y a un lien entre la poésie, l'effet de, mais je ne sais pas c'est quoi encore. Vous voyez, il y a plein de choses intéressantes. Donc ici, une spécialité qui est tardive, en fait, mais qui est donc sur l'Union soviétique. Donc là c'est très de bas niveau, très de haut niveau, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'ils citent. Est-ce que ça, c'est des publications de l'URSS qui sont incluses dans la base à ce moment-là, ou c'est des gens qui travaillent sur l'URSS? On ne le sait pas encore. Il reste à fouiller, mais déjà, on a une première représentation qui, moi, je trouve vraiment emballante. Et là, notre objectif, c'est de pouvoir aussi aller à l'intérieur. Hein. On a dit qu'on faisait une structure de haut niveau, mais là, c'est trop haut niveau pour nous. Est-ce qu'on peut, tout particulièrement pour les grosses communautés comme celle-ci, pouvoir entrer et ressortir et ainsi de suite? Donc ça, ça fait partie du travail. En fait, l'algorithme qu'on utilise, qu'on a développé, fait ça, et c'est pour ça qu'il roule pendant une éternité. Pas juste parce que les données sont grosses, mais parce que pour sortir cette classification hiérarchique-là, c'est lourd. Mais c'est un des objectifs du projet. Donc, projet en cours, vous voyez
vers où ça s'en va. Donc, la représentation n'est pas à mon goût, mais on va l'améliorer. J'attends vos suggestions. En guise de conclusion, je dirais, donc, le but, c'est de trouver des structures intelligibles dans un océan de données. Donc, on a un océan de publications qui pourrait être représenté comme ça, le mode de cheveux, mais ça veut pas, ça dit rien. Je crois qu'il y a une forme d'intelligibilité qui sort du projet. Donc, mission partiellement réussie, mais il me reste vraiment une inquiétude, qui est la question, est-ce que c'est un jouet ou c'est vraiment un outil pour la recherche? Est-ce que c'est un outil pour l'enseignement? Parce que ça, c'est un peu mon objectif. Moi, j'étais frustré comme étudiant de me faire dire, après les années 50, l'économie se diversifie. OK, c'est fini, c'est la dernière séance du cours, bye-bye. Comment elle se diversifie? C'est quoi la structure? Est-ce que ce truc-là peut être intégré à l'enseignement? Est-ce qu'il peut être intégré à la recherche? Est-ce que quelqu'un qui travaille sur un individu ou sur une spécialité plus pointue peut utiliser ça comme source d'information pour ses résultats? Ça reste à voir, mais c'est bien sûr mon espoir. Donc, je vous remercie de votre écoute. Je trouve ça absolument fascinant sur l'utilité, la question que tu posais. J'étais dans un séminaire vendredi en communication. Puis, en communication, on se demande si on est une discipline ou si on est juste un champ d'études. On avait une présentation d'un collègue ici, François Yel, qui faisait une histoire d'un champ particulier en communication, avec les auteurs les plus importants, les périodes, tout ça. Puis il voulait être ici aujourd'hui, mais il ne pouvait pas. Lui, il ne sait pas, là, mais il a hâte de voir le résultat sur le champ de la communication. Moi, j'avais 2 questions. La première, quand tu fais la sélection de mots-clés, tu nous as dit que tu procédais par le titre. Là, je me demande s'il n'y a pas une forte limitation là-dessus, puis si ce serait comme les articles comprennent, probablement que ça ne devait pas être comme ça avant, mais maintenant, les articles comprennent des mots-clés. Puis bon, il y a le texte, puis bon, peut-être que ça sera encore plus de boulot pour les machines, mais il ne nous coûte pas cher. Donc ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est, moi, j'ai eu à faire un truc semblable sur l'histoire des médias, puis il y a un prof en philo des sciences qui me dit « Ouais, mais fais attention parce que les termes changent pour nommer les mêmes choses. Ce qu'on nomme un terroriste aujourd'hui, c'est un rebelle dans les années 70. Donc, il peut y avoir, cette sémantique-là peut créer des cassures, des fois, sur des termes qui, dans le fond, évoluent, mais continuent de nommer les mêmes choses. C'est mes 2 questions. Parfait, parfait. Donc, la première, j'aimerais bien avoir le texte entier. La base de données est ainsi limitée que les résumés arrivent juste à 1990. Donc, et même les mots-clés aussi, là, c'est autour de ça, là, autour de 80 ou quelque chose comme ça. Puis c'est pas systématique d'une revue à l'autre. Donc, on prend quelque chose qui est partout, qui est le titre. Moi, je trouve, à part le 2 là, qu'on a vu tantôt, qui est juste bizarre, puis ça se peut que ça soit juste l'algorithme de stemming qui a fait quelque chose de complètement aberrant. C'est juste impressionnant comment les mots-clés vont ensemble quand tu connais le champ, quoi. Donc, et aussi là-dessus, quoi, il y a effectivement des gens qui travaillent, comme qui font de l'analyse topique pour faire à peu près la même chose. Donc, mais là, ça peut pas être avec le même corpus de Web of Science. Donc, il y a des gens, par exemple, qui ont accès à JSTOR, une partie. Donc, je ne pense pas que personne n'a réussi à avoir l'entièreté des sciences sociales et humaines. Mais disons, les sciences éco, je suis en contact avec du monde en Italie qui font sciences éco en analyse topique. Et là, rebondir sur ta deuxième question, là, il y a vraiment ce problème-là. Hein, donc, du changement de sens des termes, parce que ce qu'ils font, eux autres, c'est de l'analyse de topiques qui regardent juste les co-occurrences de termes, et ainsi de suite. Tandis que moi, oui, croissance pourrait... comme les communautés ne sont pas définies par sont pas détectées par les mots, mais seulement par les références qu'ils ont en commun. Donc après, il faut
au niveau de l'interprétation, c'est sûr que si croissance, au début des années 50 en économie, voulait dire quelque chose de totalement mystique, là, genre la croissance et qu'aujourd'hui, ça veut dire croissance du PIB, là, vraiment très matérialiste, ben là, au niveau de l'interprétation, on manquerait quelque chose. Donc, c'est vraiment important aussi que, puis en fait, dans le projet actuel, il y a beaucoup, il y a des historiens des sciences qui connaissent bien les champs qui sont impliqués, parce que quand l'interprétation arrive, ben, il faut connaître le champ. Moi, je connaissais très bien la science économique, donc je pouvais faire l'interprétation. Mais comme je vous ai dit, la psycho, je connais quasi rien, quoi. La communication, je connais quasi rien. Donc, il y a vraiment une partie d'interprétation aussi, à la dernière étape, quoi. Merci. Bravo, hein? C'est fascinant. Tu m'avais déjà parlé de ce projet-là et je savais que tu travaillais là-dessus, mais là, de voir ça dans une telle synthèse, avec autant d'exemples, je trouve que ça interpelle, puis ça fait en sorte qu'il y a des questions qui surgissent. Et de manière un peu confirmatoire, est-ce qu'il y a moyen de revenir à l'économie, puis le truc où on peut questionner? Ouais. Parce que, évidemment, là, tu vas voir un peu mon biais, là, mais si on prend, par exemple, les gens disent « Ah, il y a une montée du néolibéralisme. » Je ne sais pas si c'est là. Hein, et si on prend des noms comme, je ne sais pas moi, comme Friedman ou Hayek, ou est-ce qu'on pourrait, de manière confirmatoire, dire... Ouais. Donc, là, il faudrait sortir comme la fréquence de Friedman, mais là, on voit que Friedman, comme comparé à Marx, donc tout ce qui est rouge, là, présentement, à gauche, c'est où Friedman apparaît comme un auteur dans les 10 références. Il est clairement all over the place, quoi. Okay. Et très tôt dans la période aussi, là. Ça veut dire qu'ici, je ne sais pas c'est quoi ça. Donc ça, c'est vraiment la théorie. Ça, c'est quoi, en fait? On a aussi même fait le travail de lier avec un papier sur l'analyse de l'utilité. Donc quelque chose de très Friedman avec Savage. Donc on verrait aussi justement les différentes contributions de Friedman. Et donc, est-ce qu'on peut avoir comme un estimé et dire... au début, pendant les années 60, c'est peu de choses, mais quand on ajoute les ondes là, rouges les unes après les autres, est-ce qu'on peut faire comme une évaluation de leur part totale d'articles qui citent Friedman? Bien sûr, moi, je peux le faire avec les données. Là, présentement, la plateforme n'a pas cette fonctionnalité-là, mais ça pourrait être quelque chose qui s'ajoute. Et si on faisait le même exercice avec Keynes? Oui, ça va être autre chose, quoi. On devrait voir la chute, là. Donc, il est quand même encore ici, de façon intéressante. Donc, si on voit ici, est-ce qu'il est jusqu'à aujourd'hui, il reste dans les 10 références principales. Ça, c'est quand même vraiment intéressant, mais probablement quand même ici. Vous voyez, donc ça c'est par... donc, en 2010-2014, le manuel de Woodford est cité 676 fois dans cette spécialité-là. Puis Keynes est juste la moitié, en fait. Donc, il reste une présence importante dans cette spécialité-là qui est la macro, quoi. Hein, donc, Dernière question, je m'arrête après, là. Ouais. Dans ton schéma sur les sciences sociales et humaines, ça m'a comme un peu troublé. Ah ouais. J'ai l'impression qu'il y a une rupture ou une mort de la sociologie. Ici, là, ouais. Donc là, il y a clairement un problème parce qu'il va être ici. Donc, vous voyez, boum, boum. Okay. Donc, il y a probablement comme... il y a eu une période où ils n'ont pas réussi à la détecter. Et là, dans ce cas-ci, il n'y a pas de lien, puis là, elle réapparaît ici. Okay, ensuite, elle revient ici. Ah non, peut-être pas. Ouh, ça, c'est bizarre aussi. Ici, c'est vraiment bizarre parce que, vous voyez, ça, c'est la poésie avec deux. Puis c'est rats, là, je ne sais pas pourquoi il y a des rats avec la sociologie. Couvre très large. Ouais, ouais, c'est ça. Tandis qu'ici, puis ici, il y a la science po ici. Donc c'est un peu bizarre, là, les résultats. On va voir, quoi. Hein. Ça se peut que l'algo à suivre, quoi. Je prenais le risque de vous montrer les résultats préliminaires et pour en prendre et en laisser. Tout d'abord, merci pour la présentation. J'avais deux questions. La première, dans le fond, juste pour donner un estimé, là, combien de temps ça peut prendre de générer une ligne du temps comme ça, par exemple, pour l'économie? Oh non, mais l'économie, c'est une question juste de 2 jours, quelque chose comme ça, là, même pas. Là, ce truc-là, pour faire ça, c'est 3 jours sur Graham, donc qui est un super calculateur. Puis là, on a juste fait, là, c'est 83-87. 2010-2014, c'est facilement 3 fois au niveau du nombre d'articles. Là. On parle là, de plus d'1 milliard. Quand on fait le réseau, c'est plus d'1 milliard de liens dans le réseau pour la dernière période.
Donc, je ne suis même pas sûr que ça va passer, sans blague. Je pense qu'il va falloir changer. Je pense qu'il va falloir changer l'algorithme. Donc là, on est avec les analystes pour voir est-ce qu'on peut estimer combien il appelle ça des cœurs années, c'est assez drôle, là, mais combien de cœurs années on va avoir besoin pour faire le travail. Donc, c'est là qu'on en est rendu. Donc, je ne sais pas pour les sciences sociales humaines. Mais l'économie, je le faisais sur mon laptop, en fait. Là, je le faisais sur mon ordinateur portable. Donc, c'était pas... Okay. Puis la deuxième question, c'est, on parle d'algorithme. Est-ce que vous pensez qu'avec une ligne du temps comme ça, on peut faire des prédictions pour le futur de ce qui va être populaire? Mais je ne l'ai pas mis, en fait, le graphe, mais on peut regarder le niveau de déconnexion, si vous voulez, entre les spécialités. Et là, je rigole avec l'économie parce que aujourd'hui, donc aujourd'hui c'est quand même 2010-2014, on arrivait à un stade où le niveau de connexion entre les spécialités était très élevé, historiquement parlant. Puis on voit que, c'est au niveau très, comme ça, là, c'est pas très sérieux comme analyse, mais on voit que dans le passé, des moments de haute connectivité entre les spécialités, c'était des moments de réarrangement. Okay? Donc là, à la blague pour les économistes, je dis, vous ne savez pas, mais le champ est en train de se modifier sous vos pieds. Mais ce n'est pas l'objectif. En fait, la bibliométrie est surtout utilisée pour l'évaluation. Hein? Donc, tu es un bon chercheur, tu n'es pas un bon chercheur. Je ne veux surtout pas faire ça. Et deuxièmement, il y a des charlatans qui prévoient faire qui veulent faire de la prédiction avec ça. Donc, il y a quelques papiers qui sont sortis dans Nature puis Science en disant « Ouais, avec ces 3 variables-là, je suis capable de prédire quel papier va avoir un grand succès, et ainsi de suite. » J'essaie de me distancier un peu de ces objectifs. Question? Personne? Oui? Bien sûr. Mais toi, plus personnellement, là, jusqu'où tu vas dans le processus? C'est-à-dire, toi, comme formation en philosophie, le rapport avec la philosophie, quel est ton niveau? Jusqu'où tu ouvres le capot? Jusqu'où tu fouilles? Jusqu'où tu as besoin d'autrui? D'autrui ouais. pour... Donc, le projet économie, c'était en partie mon postdoc. Donc, c'est tout codé par la personne en face de vous, jusqu'à la plateforme web où là, je ne connaissais rien là, en JavaScript. Donc là, j'ai eu un financement de la History of Economic Society, donc la Société d'histoire de l'économie, pour engager quelqu'un. Donc tout ce qui est comme détection de communauté, j'ai comme appris sur le tas. J'ai comme une formation aussi en économie là, qui explique le côté codeur. Mais là, merveille des merveilles, là j'ai un financement puis un code d'économie que je peux juste demander à quelqu'un. Donc là, j'ai un programmeur. En fait, c'est quelqu'un qui est formé en sociologie. Là. Donc c'est aussi quelqu'un en humanité numérique qui essaie de rabooter mon code sur le sur une nouvelle donnée. Et cette visualisation-là, c'est la même personne en fait qui étudiait à l'Université de Sherbrooke à l'époque en informatique qui m'aide encore pour la visualisation. Donc, je dirais, je suis complètement dans le capot pour toute la production des résultats jusqu'à la visualisation où là, je laisse ça à autrui. Mais j'ai appris bien ça. On aime ça ouvrir le capot, nous autres. Donc, là, par la bande, j'ai aussi appris à coder en JavaScript. Donc, là, comme ça m'énerve vraiment que ça finit en 80-84. Cet après-midi, il va falloir que je me retienne pour pas aller changer ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour M. Claveau? Oui. Merci beaucoup, François, pour la présentation. Vraiment intéressant. J'avais une question. De ce que j'ai compris dans la présentation, c'était surtout un outil qui était pour l'enseignement, pour les enseignants. Est-ce que c'était prévu aussi au niveau personnel? Peut-être quelqu'un qui, par exemple, ne sait pas c'est quoi le prochain auteur qu'il veut lire. Il dit « Ah, ben moi, je suis intéressé à la sociologie, la philo, etc. » Puis il peut faire les liens puis dire « Ah, ça, c'est l'auteur le plus intéressant dans les champs qui m'intéressent. » oui, c'est un bon point. Donc, je le pense comme outil, comme là, on a produit comme des articles, tout ça, basés sur les 10 spécialités, bien, c'est un résultat qu'on génère. Après ça, deuxième, pour la recherche, donc les gens qui font de l'histoire et des sciences, l'utiliser comme source d'information ou comme donnée probante, si vous voulez. Le troisième, là, je pensais à
moi, je pensais à enseignement, mais en fait, donc là, c'est quasi de l'auto-apprentissage, quoi. C'est la personne intéressée qui passe à travers ça. Je pense que oui, parce que même moi, donc, pour l'économie, donc j'ai découvert des choses, j'ai découvert un champ complet. Je ne sais pas c'est quoi, je dois avouer que je n'ai pas encore lu un papier là-dedans, mais le jour où je vais vouloir amener quelque chose en vacances, mais oui, c'est un très bon point, mais merci. C'est clairement un outil pour ça. Puis, je veux juste rebondir, en fait, un truc que j'aurais dû dire à Jean Herman, parce qu'effectivement, c'est particulier. Donc, moi, je suis vraiment formé donc je suis formé en économie aussi, mais je suis formé en philo, puis tout ça, je l'ai appris sur le tas, hein, quoi. Donc, il faut juste être motivé, il faut juste avoir un côté joueur, hein, parce que c'est un jeu. Tu frappes le mur parce que ça ne marche pas, et donc tu changes ton code, puis à un moment donné, ça marche, Eureka, je passe à l'autre bout. Donc, si vous avez l'intérêt à utiliser des méthodes comme ça, bien sûr, commencez pas à essayer de faire l'entièreté des sciences d'un seul coup, là, pour aller passer à un projet à plus petite échelle, mais on apprend comme ça, puis de fil en aiguille, on devient des spécialistes dans certains langages, on développe des compétences techniques qui, il y a 10 ans, je ne pensais jamais que j'allais vous faire cette présentation-là. Je viens de penser à un truc. Je disais la semaine dernière la grande progression de la production scientifique en Asie. Qu'est-ce que. Oui, c'est vrai. Comment. Mais on a en fait les adresses dans la base de données. Okay. Puis des gens, Vincent Larivière, par exemple, puis Yves Gingras, ont fait des papiers sur justement la distribution. Aussi, on est capable de détecter, on a les prénoms depuis une quinzaine d'années ou plus que ça en tout cas. Donc, on peut aussi détecter le genre, de façon, bien sûr, avec un certain taux d'erreur, mais donc la distribution des femmes aussi à travers la planète. Donc, il y a des travaux comme ça. Et là, donc, bien entendu, si on voulait avoir une représentation géographique, on pourrait l'avoir. Donc, ça complexifierait de loin la base de données, mais on pourrait, par exemple, s'imaginer qu'une telle carte, on puisse l'avoir, qu'est-ce que ça ressemble à quoi en Europe, donc quand les gens publient en Europe, versus les Asiatiques, sur quoi travaillent-ils? Ça veut dire que tu dois traduire les titres? C'est Web of Science qui fait ça. Donc, en fait, il y a des revues francophones dans la base de données avec, effectivement, les titres traduits. Puis là, les références. Donc, par exemple, il y avait des en économie, il y avait des revues là, comme de l'Europe de l'Est, là, que moi, je ne connaissais pas du tout. Puis là, si vous regardez dans les menus de détails, au début, là, il y a certaines communautés qui citent des trucs que personne d'autre cite, parce que, bien entendu, c'est leur littérature, puis ils sont un peu séparés du reste du champ. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? On va prendre une dernière avant de terminer, si quelqu'un, là, au bout des lèvres... non, rien, monsieur? Oui. Mais la dernière, promis. Je vois qu'il y a un effort côté visualisation interactive. Et tu disais que ça, c'était le bout que tu n'avais pas fait toi-même. Il y a par ailleurs des articles dans les revues savantes que tu as publiés sur ces questions-là. En quoi l'ajout interactif, tu le calcules comme indispensable dans la diffusion de ce type de recherche-là? Est-ce que c'est un atout ou là, c'est un élément qui vient comme compléter la cerise sur le sundae? Ouais. Ben, je dois dire que c'est très frustrant. Moi, j'ai trouvé ça très frustrant de publier des articles là-dessus, parce que là, ce que tu as, c'est figé. C'est figé. C'est souvent en noir et blanc, papier. Les revues d'histoire de l'économie, là, ils ne sont pas dans le couleur. Là. En ligne, c'est en couleur. Puis, et là, je mettais l'accent quand c'était rendu au niveau des épreuves. Mettez le lien en évidence, cachez-le pas dans une note de bas de page. Là. Un des gros résultats, c'est cette plateforme-là, cette application-là, parce que c'est là qu'on découvre justement la richesse. Donc, en fait, je ne le vois pas du tout comme... je vois quasi l'article comme juste une obligation parce que ça fait partie du processus scientifique. Quoi. Tu vois que c'est ça l'essentiel. Quasi, ouais. Le cœur est là. Bien, donc, il y a certains éléments que, comme quand je vous montre les résultats principaux, bien, ça, c'est des trucs qu'on publie dans l'article parce qu'on ne les voit pas ici. Mais ce qu'on aimerait, en fait, c'est que la plateforme soit bonifiée pour que ces résultats-là puissent être extraits
de la plateforme directement. Merci beaucoup. Merci, Jean. C'est ce qui complète notre conférence. Super. Plaisir. Merci à vous. J'ai hâte de voir si ça va sortir bien pour les scientifiques-là. Les affaires qui font peur. Mais on a eu mis un gars genre de la maîtrise en sciences de la décision là-dessus, comme 4 mois genre, pour développer son algo BD. C'est bon.